Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur la page Facebook de Bibliothèques sans frontières. Nous vous proposons aujourd'hui une conférence durant laquelle nous avons la grande joie et l'honneur de recevoir Geneviève Brisac. Geneviève qui est écrivaine, qui est aussi éditrice et qui nous fait l'honneur d'être membre du conseil d'administration de notre ONG Bibliothèques sans frontières. Merci beaucoup Geneviève d'avoir accepté de participer à nos côtés. C'est un plaisir, Mickaël. Vraiment, je suis très contente d'être là. Merci beaucoup Geneviève. Comme vous le savez, nous avons lancé durant le confinement une série de lives et de conférences qui ont vocation à permettre à tous et à toutes de continuer à apprendre, à rêver, à explorer, y compris en situation de confinement. Alors vous le savez, le déconfinement a commencé en France, c'est officiel. Cela dit, nous tenions à continuer cette série de conférences parce qu'on sait que ce sont aussi des pauses qui sont bienvenues, qui permettent à toutes et à tous de peut-être s'évader un petit peu, de réfléchir à d'autres sujets et aussi de partager des réflexions, des passions. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Geneviève autour d'un sujet qui lui tient à cœur et qui nous tient très à cœur, nous aussi à BSF. Geneviève va nous parler de Virginia Woolf et nous allons essayer de lier cette réflexion à une analyse, une réflexion en tout cas sur la situation des femmes et notamment la situation des femmes durant le confinement. Merci encore une fois, Geneviève, d'être avec nous. À toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent, je vous invite à ne surtout pas hésiter à poster vos questions, vos commentaires dans le fil du live. Nous allons échanger avec Geneviève durant 20-30 minutes et ensuite, nous vous invitons à poser vos questions à Geneviève afin que la conférence soit la plus interactive possible et nous réjouissons d'avance de pouvoir discuter avec vous de ces sujets qui nous tiennent très à cœur à BSF, celui de la lutte pour l'égalité des genres. Geneviève, dites-moi, vous avez beaucoup travaillé sur Virginia Woolf. Est-ce que, peut-être une question assez généraliste pour commencer, est-ce que vous voulez bien nous dire ce qui vous intéresse tout particulièrement dans son œuvre ? Je crois que ce qui m'a toujours passionnée chez Virginia Woolf, qui est mal connue en fait, parce qu'on connaît le personnage, mais on ne connaît pas vraiment son travail, et même le personnage qu'on connaît est un petit peu déformé par rapport à la réalité de sa personne, c'est que cette femme qui vivait donc au début du XXe siècle a été la plus insoumise, la plus rebelle des écrivaines, en particulier parce que ce qui était important pour elle, c'était toujours d'employer les mots justes. Et employer les mots justes, c'est dire la vérité des choses. Et si on fait cela, on se trouve en opposition souvent au pouvoir qui ont tendance à vouloir embobiner finalement les citoyens avec des mots trompeurs, des réalités falsifiées. Virginia Woolf, toute sa vie, a écrit. Hein, depuis qu'elle était petite fille, elle écrivait. Et elle s'était entraînée, elle s'entraînait à décrire. Elle disait, je m'entraîne à écrire, à décrire les choses le plus précisément possible. Et quand elle avait, par exemple, 9 ou 10 ans, un peu plus, elle disait, aujourd'hui, je vais décrire un coucher de soleil. Elle disait, c'est très difficile de décrire un coucher de soleil parce que les mots qui viennent sont les mots des clichés. Et donc, il faut trouver d'autres mots qui ne soient pas ceux des clichés, qui soient des mots originaux, qui fassent sentir vraiment qu'est-ce que c'est qu'un coucher de soleil. C'est très difficile. Et c'est le travail de toute une vie. Et moi, c'est ça qui me passionne. Arriver à décanter le langage comme un menuisier va décanter du bois, comme un fleuriste va composer des bouquets, pour faire quelque chose, pour montrer la réalité sous un jour neuf, c'est-à-dire sous un jour non aseptisé, non endormi. Voilà, c'est ça que j'aime chez elle. Merci Geneviève, c'est passionnant. C'est effectivement une écrivaine qui a apporté un regard très singulier sur son époque, sur la société de son époque. Vous avez notamment analysé son ouvrage Une chambre à soi, un essai qu'elle écrit après avoir donné une conférence sur le thème Les femmes et la fiction. J'invite d'ailleurs les internautes à réécouter votre intervention lors de l'émission Les chemins de la philosophie sur France Culture, où vous nous parlez notamment de ce texte. Pourquoi cet essai trouve-t-il un écho particulier en vous ? Alors,
Ça, dès que j'ai eu 16 ou 17 ans, j'ai compris que les femmes n'avaient pas la même liberté, même, enfin, surtout à ce moment-là. Quand on est enfant, on a l'impression Mhm. que les filles et les garçons ont les mêmes droits. Que si, Ouais. quand on est à l'école primaire, même enfin, ou en tout cas à l'école primaire, c'est sûr que Mhm. on est noté pareil, on travaille pareil et on est égaux. Et puis, plus ça va, plus on se rend compte que ce qu'on appelle le sexisme de la société s'exerce et que les filles n'ont pas les mêmes droits. Alors, à l'époque de Mhm. Virginia Woolf, c'était bien pire. Elles n'avaient pas le droit d'aller à l'université, elles n'avaient pas le droit d'aller à la bibliothèque, elles n'avaient pas le Mhm. droit, en particulier, enfin, ces deux choses-là, disons, de nous en ça, il y avait aussi beaucoup d'autres choses auxquelles elles n'avaient pas droit, mais en tout cas, ça la révoltait parce qu'elle pensait, et je le pense, que l'éducation, c'est le bien le plus précieux. Et Mhm. c'est en ça aussi que ça rejoint Bien nos, sûr. nos préoccupations communes à BSF. Sans éducation, on ne peut rien, et avec l'éducation, on peut tout. Et ça, elle en était obsédée. Virginia Woolf, elle ne pensait pas que parce que vous êtes une femme, bah, c'est merveilleux. Elle disait, parce que Mhm. vous êtes une femme, vous avez encore plus besoin d'étudier que n'importe qui, parce qu'il faut que vous rattrapiez les inégalités, et donc il faut Mhm. jamais cesser de travailler et d'étudier. Elle-même, elle étudiait énormément, elle avait appris l'italien toute seule, comme elle n'allait pas à la fac. Mhm. Elle Ouais. toute seule. Donc le grec, elle avait trouvé une prof de grec, elle faisait du latin, de l'italien, de l'allemand, évidemment l'anglais et le français. Donc elle parlait toutes ces langues-là et elle lisait, elle adorait lire en italien, elle avait lu La Divine Comédie, qui est un livre Mhm. sublime, L'Enfer de Dante, c'est très important pour tous les écrivains. Et donc, et puis elle pensait qu'il faut lire, 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 parce que c'est en lisant. D'abord en lisant, et c'est une chose qui est très importante pour moi aussi, quand on lit, le monde s'élargit, on a des Mhm. journées plus vastes, on respire mieux, on, on est plus, euh, on est plus ample, quoi. Et ça, je trouve que on l'oublie trop souvent aujourd'hui. On oublie à quel point un livre, ça vous protège quand vous êtes dans l'adversité, ça vous protège Mhm. on l'a vu dans les camps de rétention, dans les camps de réfugiés, un livre, ça vous protège de la violence qui est au dehors. Et quand vous êtes à l'intérieur d'un livre qui vous passionne, vous êtes à l'abri des malheurs du monde, en fait. Mais pour ça, il faut évidemment avoir lu et avoir étudié. Bon, sans ça, on n'y prend pas plaisir. On n'est pas capable. Merci Geneviève. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet essai, justement, Une chambre à soi? Dans quel contexte l'écrit-elle? Qu'est-ce qu'elle y défend? Alors, ce livre, donc, Une chambre à soi, commence comme ça. Elle se demande qu'est-ce qu'on lui demande. Elle fait une conférence donc sur les femmes et le roman. Elle dit Mhm. pourquoi elle demande quelque chose sur les femmes et le roman. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à dire? Et, euh, et quand elle écrit un essai, Virginia Woolf, elle fait un truc très amusant. Elle se met en scène en train de réfléchir concrètement. Donc, elle prend son panier, elle va s'asseoir auprès d'une rivière, elle regarde l'eau couler, elle se dit qu'elle aimerait bien pêcher parce qu'elle aime beaucoup pêcher les poissons et que les poissons sont comme les idées. On les attrape. Parfois, c'est une petite idée minable de rien du tout, un petit poisson minuscule qu'on rejette à l'eau. Et puis parfois, c'est un très beau, gros poisson. Et c'est ainsi qu'elle introduit l'idée des idées, justement, des idées Mhm. qu'elle va avoir sur les femmes. Et elle dit, une femme, pour être libre, elle doit avoir une rente, elle doit avoir de l'argent. Euh, je ne sais plus combien elle dit, 600 livres par Mhm. quelle quantité d'argent. Elle doit avoir une quantité d'argent et une chambre, c'est-à-dire un espace où personne ne vient l'embêter. Et, euh, et ça, c'est évidemment essentiel parce que pour rassembler vos idées et pour avoir le temps de travailler, il faut évidemment ces deux choses. Virginia Woolf, elle mène toute sa vie une réflexion sur le temps dont on a besoin. Et ça aussi, c'est Mhm. très utile pour aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on est vraiment, ce qu'on a vécu à travers le confinement, l'enfermement, c'est à quel point le temps se reformait en fait différemment. Brusquement, on n'avait plus les mêmes urgences du tout, personne. Mhm. Mais c'est pas pour autant que les gens réfléchissaient ou travaillaient ou lisaient. Euh, D'abord parce qu'il y avait la peur. La peur, ça empêche souvent de réfléchir ou de lire. Mhm. Parce que le monde extérieur paraissait soudain très loin. Et on a vu beaucoup de gens qui finalement ne se préoccupaient plus beaucoup
du monde extérieur, parce qu'ils étaient Mhm. pris par leur peur de la maladie, ce qu'on comprend très bien d'ailleurs. Et puis ça avait tout envahi, puisque la télévision ne parlait que de ça, les journaux, il n'y en avait pas. Et donc on était confronté à une télévision en boucle qui répétait le virus, le virus, le virus. Et quel souci quand même de se demander qu'est-ce qui arrive aux autres. Et ça, Virginia Woolf, elle s'en est toujours préoccupée. Elle faisait des conférences, par exemple, pour les ouvrières Mhm. loin de chez elle, pour leur enseigner justement le goût de l'étude. Elle lisait évidemment le journal et elle était extraordinairement préoccupée par les guerres coloniales de cette époque-là, la montée de la Première Guerre mondiale, ensuite la Deuxième Guerre. Ça la préoccupait énormément, même si elle n'en faisait pas obligatoirement des romans. Alors pour revenir Mhm. à soi, elle explique aussi que les femmes n'ont pas eu donc les mêmes possibilités que les hommes. Et elle prend un exemple qui court dans tout le livre d'une manière assez ravissante. C'est l'exemple de la sœur de Shakespeare. Mhm. Elle dit, imaginons que Shakespeare ait eu une sœur. Cette sœur, qu'elle appelle Judith, je crois, eh bien, elle n'aurait pas pu aller à l'école. Elle aurait essayé de devenir comédienne. Le metteur en scène aurait couché avec elle. Et puis finalement, il l'aurait jetée et elle se serait suicidée parce qu'elle n'aurait pas Mhm. pu ni étudier, ni devenir une metteuse en scène, ni écrire des pièces. Et, et ça, c'est intéressant parce qu'il y a tellement de... On dit souvent, mais écoute, s'il n'y a pas de grandes femmes, de femmes Mhm. musiciennes ou grandes peintres ou grandes écrivaines, il doit bien y avoir une raison. Et c'est peut-être parce qu'elles ne sont pas douées, par exemple. Pendant très très longtemps, et encore jusqu'à aujourd'hui, il y a énormément de gens sur la Terre qui croient que comme les femmes font les enfants, et ben, ça leur suffit. Ça les Mhm. aide suffisamment. Et c'est oublier que les hommes aussi font les enfants et que, à part des 9 mois, effectivement, où les enfants sont dans le ventre de leur mère, on peut considérer ensuite que la responsabilité des deux adultes est engagée Mhm. tout à fait à égalité, quel qu'il soit, à homme, femme ou femme. Et ensuite, évidemment, ça ne suffit pas. Les enfants, c'est essentiel, mais ça ne suffit au bonheur de personne. Et d'ailleurs, j'ai connu beaucoup de femmes pour qui leurs enfants étaient tout, parce qu'elles Mhm. avaient rien d'autre, donc elles s'occupaient de leurs enfants. Mais sauf que le jour où, quand elles en avaient beaucoup, 5 enfants, 6 enfants, bah, vous ne faites pas autre chose. Et puis surtout si le père n'en s'en occupe pas du tout. Et le jour où les enfants sont grands, là c'est salut, ciao. Mhm. Et vous vous retrouvez, vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas lu, vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de relations, vous êtes abandonné. Je trouve ça épouvantable. C'est pourquoi je crois que Virginia Woolf avait raison, il faut gagner sa vie, comme l'a dit aussi Simone de Beauvoir, il faut gagner sa vie et avoir un espace à soi pour penser librement, penser par soi-même, pour que le sort de la petite sœur de Shakespeare n'arrive plus à personne. Mais il arrive encore souvent. Oui, et d'ailleurs, c'est frappant, Geneviève, parce que vous donnez alors cet exemple de la sœur de Shakespeare qui aurait vécu à la fin du XVIe siècle, début du Oui. XVIIe. Virginia Woolf, elle, est une écrivaine du XIXe siècle. Simone de Beauvoir, elle a écrit... Non, Ah, non, Woolf, c'est une écrivaine du XXe siècle. pardon, une Elle- écrivaine du XXe siècle, excusez-moi. Mm. Et ces exemples sont encore d'actualité. Oui, Euh, du monde. Enfin, c'est peut-être moins le cas dans certaines régions d'Europe. Dans le nord, en tout cas, c'est sûr. Dans le sud de l'Europe, il faut voir, ça dépend où. Et évidemment, regardez ce qui se passe partout, en Inde, en Afrique, mhm, euh, enfin, partout, il y a cette lutte pour que les droits des femmes soient respectés, pour que les droits à la parole des femmes soient respectés, le droit au travail, le droit à ne pas être violé, à ne pas être brutalisé, à ne pas être battu. Et ça mhm, vaut tout à fait chez nous aussi. Et ça, Virginia Woolf, elle s'en préoccupait intensément. Et à travers ses livres, lire ses livres donne énormément de force. mhm. Et je voulais revenir sur
le titre de ce livre et sur sa traduction aussi Oui. en français. Alors en anglais, on dit Rooms of One's Own. En Mm. français, ça a été traduit comme une chambre à soi. Mm. Et c'est vrai que ce terme est assez intéressant puisque la chambre évoque l'intimité et on lit dans cet essai de Virginia Woolf que l'écriture peut être une activité secrète, une activité qu'on fait dans son intimité. Et en l'occurrence, beaucoup de femmes écrivaines se sont cachées pour écrire, ont vécu cette activité comme une activité secrète. Elles ont écrit sous des pseudonymes, ont écrit dans un coin chez elles la nuit. Comment est-ce que vous expliqueriez ce lien entre secret et écriture pour les femmes? Euh, Eh bien, d'une part, quand vous écrivez, comme le disait Proust, vous écrivez vraiment presque nécessairement des choses qui dérangent. Donc, Mhm, des choses qui dérangent, vous avez, vous vous inquiétez, vous avez forcément peur du regard qui va être porté sur ce que vous avez fait. Et puis, il y avait aussi, il y a eu longtemps, un interdit qui se comprend très bien, parce qu'après tout, quand vous écrivez, c'est Philippe Roth, vous savez, qui disait que chaque écrivain est un espion. ouais. Vous, vous dites la vérité intérieure du foyer ou la vérité extérieure de la rue ou du monde, et ça ne fait pas plaisir. Donc, c'est normal Mhm, de se protéger contre les conséquences des risques de cette prise de parole. Je crois que la littérature est dangereuse réellement, réellement. D'ailleurs, on a des tas d'exemples des risques qui ont été pris par des femmes et par des hommes aussi, d'ailleurs, hein, mhm. pour la littérature. Regardez encore en Turquie il n'y a pas si longtemps, enfin, c'est quelque chose de constant. Exactement, Mm. exactement. Exactement. Et vous parliez justement de l'acte alors d'écrire, mais aussi de l'acte de lire comme une activité finalement militante, une activité de résistance où on acquiert sa liberté et cette liberté est peut-être plus chèrement gagnée pour les femmes qu'elle Oui, ne l'est encore aujourd'hui par les hommes. bah, ça, Virginia Woolf en parle très bien aussi dans Une chambre à soi et puis dans d'autres livres comme Instant de vie ou dans La promenade au parc. Mhm, Elle dit une jeune fille, une jeune femme vit sous le regard de son père, entre autres, à qui elle veut faire plaisir, à qui elle veut plaire. Et c'est certainement pas en écrivant qu'elle risque de lui plaire. En tout cas, jusqu'à très récemment, c'était pas du tout ça l'idée. Et or, elle disait d'ailleurs à son propos, elle disait si mon père avait vécu, mhm, il y a une entrée dans son journal que j'aime beaucoup. Elle dit, c'est en 1925, je crois, elle dit 96 ans. Mon père aurait eu 96 ans s'il avait vécu. Il est mort 20 ans, un peu moins 10 ans avant. Elle dit, et moi, je n'aurais rien écrit. Parce mhm, qu'il, d'abord parce qu'il fallait s'occuper de lui, c'est la première chose, que ça prenait beaucoup de temps, qu'il était extrêmement exigeant, contrariant, comment dire, patriarcal tout simplement. Mais ça, des pères comme ça, il y en a partout. Hein. C'est une espèce qui n'a pas du tout disparu. Donc il fallait s'occuper de lui et Virginia et sa sœur Vanessa le faisaient tout le temps. Donc ça leur prenait tout leur temps. La sœur de Virginia Woolf, vous savez, elle est peintre. mhm. Ouais. Elle, elle ne peut pas peindre et Virginia ne peut pas écrire tant que leur père est en vie, par peur de le contrarier, par peur de l'énerver, par peur de ses colères. Et donc, euh, et donc c'est une liberté qui évidemment se conquiert ensuite. Parce que le regard, encore aujourd'hui, je pense que très largement, les femmes sont plus dépendantes du regard des hommes, de leur père, de leurs frères, de leur mari éventuellement, que l'inverse. D'ailleurs, on sait bien que des femmes, des jeunes filles, des jeunes femmes essayent de se faire jolies, mais aussi d'être agréables. Et ça, elle en parle beaucoup. Virginia Woolf, elle Mhm. dit même le temps qu'on prend pour Ouais. plaire, pour, euh, pour être habillée. Et aujourd'hui, comme il faut, elle-même, d'ailleurs, elle-même, Virginia Woolf, elle me disait, oh là là, j'ai vraiment jamais le temps de m'acheter des robes, c'est épouvantable. Et ça prend du temps. S'occuper de soi, ça prend du temps. Et c'est pas négligeable. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des centaines de youtubeuses consacrent leur vie à être jolie, à être, qui est très bien. Mais ben, je trouve ça formidable. Mais en même temps, c'est vrai que ce temps passé, euh, le temps qu'on passe à une chose, on ne la passe pas à autre chose. On ne la passe pas à lire, à comprendre le monde, à,
Et c'est quand même, pour un être humain, ce qui importe, c'est ça, c'est la compréhension des raisons qu'on a d'être sur Terre, quand même. Merci Geneviève. Peut-être une question justement sur cette sur cette dimension temps. Virginia Woolf le dit dans son ouvrage, ou en tout cas le sous-entend. On a l'impression que le temps est une dimension qui semble avoir d'autres caractéristiques pour les femmes. Vous savez, c'est quelque chose qu'on voit nous dans nos projets à la Bibliothèque sans frontières, sur nos terrains d'intervention en France comme à l'international. Et c'est notamment très vrai pour les femmes qui sont issues des milieux les moins favorisés. Elles ont souvent un temps très limité à s'accorder à elles-mêmes, une charge mentale peut-être plus élevée que les hommes de la famille, et puis des scrupules aussi à s'accorder du temps à elles. Quelle est la posture de Virginia Woolf sur le sujet? Est-ce que c'est une thématique qu'elle aborde déjà, cette thématique du temps personnel? Bien sûr, c'est une thématique qu'elle aborde tout le temps. On pourrait, nous, modernement, on appellerait ça la lutte contre le surmoi féminin, qui consiste à toujours s'occuper de tout le monde et de tout, et d'ailleurs de devoir le faire, en fait. Mais vous et moi, on le fait aussi tout le temps à d'autres manières. S'occuper pas la charge mentale, c'est aussi avoir le cerveau divisé en millions de petites cases, vérifier que les enfants ceci, que les parents, parce que c'est aussi les qui vont à l'hôpital voir les vieux parents, c'est des femmes qui s'occupent des soins des anciens qui sont immobilisés, c'est des femmes qui évidemment s'occupent des enfants, c'est des femmes qui s'occupent des infirmes, c'est des femmes, c'est des femmes, c'est des femmes. Et donc, pour s'occuper de soi, il faut évidemment penser que c'est important. Il faut penser que c'est essentiel. Et Virginia Woolf, elle avait une expression très drôle pour ça. Elle disait: j'ai tué l'ange du foyer. L'ange du foyer, qui était à l'image de sa mère, bien entendu, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des mères. L'ange du foyer, c'était sa mère, qui était parfaite, donc. Et cette mère, Julia, donc cette mère parfaite, très très belle, qui s'occupait de toutes sortes de choses, et puis de son mari, de la maison parfaitement, etc., etc. Et Virginia Woolf disait, eh ben, il a fallu que je tue cette image de soi absolument impossible à tenir, parce que vous ne pouvez pas avoir une maison dans un état parfait, des placards magnifiques, un repassage nickel, vous occuper, comme je l'ai dit, et en plus avoir le temps d'étudier. Vous n'en avez simplement pas du tout le temps. Et ce qu'on a vu d'ailleurs pendant le confinement et ce que vous voyez dans vos missions, c'est qu'il y avait une charge plus grande. Beaucoup de gens disaient: ah là, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai entendu aucune femme dire ça. C'est pas du tout. Parce qu'au fond, il y a eu les enfants à la maison qu'il fallait faire travailler, et c'était pas rien. Et c'est toujours le cas, en plus, c'est loin d'être fini. Et donc, tout ça se multiplie, se multiplie. Et comment faire pour aller se mettre dans un coin et lire? C'est impossible. Ou étudier, c'est très difficile. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un souci que Virginia Woolf a mis en évidence de manière extraordinaire. Absolument. Et vous parliez, Geneviève, de votre prise de conscience très jeune des inégalités entre les garçons et les filles, à cette image d'ange du foyer, et aussi sont aussi associées un certain nombre de qualités qui sont plus aisément attribuées à des filles: la douceur, la gentillesse, l'écoute, etc., qui, j'imagine, vous ont marqué en tant qu'écrivaine et en tant que femme, mais qui ont aussi marqué des auteurs comme Virginia Woolf. Absolument. Alors moi, je trouve surtout que ce qui serait agréable, c'est que dans le nouveau monde qu'on aimerait parfois voir survenir, mais dont on craint qu'ils ne surviennent pas tellement, c'est ces valeurs de douceur, de partage, de responsabilité aussi, beaucoup de responsabilité, d'intérêt pour l'autre, de curiosité, soient partagées. Parce qu'à partir du moment où c'est partagé, évidemment que les femmes auront plus de temps pour s'occuper d'elles, parce que les vertus des femmes, c'est aussi le courage, l'énergie, enfin les vertus soi-disant masculines, énergie, entêtement, capacité à inventer, projet. Vous savez très bien comme moi que le Bibliothèque sans frontières, on voit tout le temps le rôle que les femmes ont pour initier des projets, prendre des responsabilités. On peut dire peut-être que pour beaucoup de femmes, ce sur quoi elles doivent réfléchir, c'est de s'accorder de la liberté pour soi, du temps pour soi, du temps pour rêver, tout simplement, dont tous les humains ont besoin. Oui, vous savez, dans nos projets, ce qu'on essaye de combattre, c'est évidemment les barrières physiques d'accès à la connaissance, le fait de ne pas avoir accès à une éducation, de ne pas avoir accès à l'information, mais aussi toutes ces barrières
psychologique, symbolique, social qu'on a besoin de surmonter, et notamment quand on travaille à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et nombreuses sont ces barrières qui sont des barrières imposées par soi-même ou intégrées, en tout cas, où elles se disent que ce n'est pas fait pour elles. Vous savez, par exemple, prenons un exemple concret, ces Ideas Box, ces médiathèques en kit qu'on a designées pour l'accès à la connaissance dans les camps de réfugiés au début, mais qui en réalité sont utilisés maintenant dans beaucoup d'autres contextes, y compris en France. Les femmes les voient comme des instruments d'apprentissage et d'éducation. Et c'est une vision à double tranchant, parce que parfois, cette vision-là leur interdit d'y accéder. Elles se disent, c'est pour mes enfants, mais ce n'est pas Exactement. pour moi. Vous savez bien que c'est toujours pour les enfants. Alors qu'évidemment, c'est pour soi, parce qu'une femme qui a lu, qui a étudié, qui s'est connectée, qui a travaillé, etc., elle va être bien plus utile à ses enfants aussi. Absolument. Si on accepte. Absolument. Et pour revenir à ce que vous disiez sur cet appel que vous faites à avoir ces qualités souvent associées au genre féminin, être en fait des qualités universelles, la contrepartie de ça, c'est aussi effectivement de changer cette image de la masculinité, de la virilité qu'on a, et de montrer aux garçons, notamment aux jeunes garçons, qu'être sensible, qu'être empathique, ce sont des qualités qui sont valorisées. Exactement, de s'intéresser au monde, aux autres, à l'immensité des choses qu'on peut voir sur la Terre. Et dites-moi, pardon, j'allais vous appeler Virginie, excusez-moi, Geneviève. Pour revenir à cet essai, Une chambre à soi, c'est vrai qu'il trouve un écho tout particulier en nous après ce temps de confinement où la gestion de l'espace au sein du foyer a aussi parfois pu être complexe, source de tension, d'anxiété, voire de violence. Quelle analyse en faites-vous, Geneviève, après ce temps un petit peu particulier qu'on vient de vivre? L'analyse du confinement, vous voulez dire? Oui, sur la gestion notamment de l'espace et cette nécessité d'avoir un espace à soi, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit enfant, adulte, adolescent. Là, le confinement a vraiment. Le confinement n'a rien créé, le confinement a révélé. Donc, il a révélé encore plus d'inégalités, évidemment. Et il a révélé aussi à quel point avoir un espace à soi quand on ne peut pas sortir, c'est vital. Il a révélé aussi que si, en l'occurrence, les femmes avaient un espace à elles, elles seraient moins soumises à la violence masculine, évidemment. Pas qui n'était pas général, mais c'est certain qu'on peut avoir tendance à s'énerver mutuellement, mais après, c'est quand même les hommes qui frappent. Donc, qu'est-ce que je peux dire là-dessus que... De toute façon, c'est pas fini et sans doute il y aura d'autres. Rien ne prouve qu'il n'y aura pas d'autres épisodes de ce genre. Mais on a vraiment vu que tout le monde avait besoin de trouver en soi des ressources psychiques, des ressources pour ne pas être troublé, déstabilisé, déprimé. Et ça se trouve justement dans le rapport aux autres. On a vu comme les communications Internet ont été importantes. Et puis dans les livres. Et moi, je ne cesserai de plaider pour la lecture qui est un temps long, justement lent. Et un des empêchements à la lecture chez énormément de gens, c'est le fait d'être capable de ce ralentissement. D'être tout le temps survolté, c'est impossible de lire. À l'inverse, quand vous avez pris l'habitude de prendre le temps de lire, comme vous souffrez si vous en êtes privé. De même que si vous avez pris l'habitude de respirer l'odeur des fleurs, vous souffrez si vous en êtes privé. Absolument. La lecture comme une respiration dans notre quotidien parfois un peu effréné. Et si on en revient à Une chambre à soi, en lisant le texte, j'ai été assez frappée par l'analyse qu'elle fait aussi de la façon dont les écrivaines notamment écrivent en fonction du lieu où elles écrivent. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet, Geneviève? Oui, justement, puisqu'elle parle de cette idée de chambre, elle explique très bien, je trouve, qu'une pièce contient de l'âme, hein, les murs même contiennent de l'accumulation de vies qui se sont déroulées entre eux, et puis les livres, évidemment, comment dire, oui,
je trouve plus trop le mot, mais il s'en dégage, oui, il dégage Mhm. de l'esprit. Quand vous entrez dans une grande bibliothèque, par exemple, vous sentez tout de suite un esprit particulier, quelque chose qui se passe là. Donc évidemment, pour les femmes, c'est vrai aussi, selon qu'on écrit dans tel ou tel endroit, ce qu'on va écrire va être différent, probablement. Enfin, moi, j'aime, à vrai dire, écrire un peu n'importe où, mais c'est... mais d'ailleurs, Virginia Woolf aussi, elle écrivait, elle avait une table dans le Mhm. jardin. Elle avait une table, elle avait un bureau, une table, elle écrivait. Et puis, elle pouvait écrire dans son lit parce qu'il lui arrivait d'être souffrante, elle écrivait dans son lit. Euh, et tout ça, ça fait des façons de s'exprimer un peu différentes. Et puis, elle écrivait ce journal qui est très précieux pour comprendre Mhm. qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce que c'est que les réactions qu'on a au choc. Parce qu'elle explique qu'on vit, tous nous vivons, et c'est, je pense, très vrai, dans une sorte de coton. Un coton Mhm. d'habitude, un coton de réflexe, où on ne fait pas attention à ce qui nous arrive. Et il y a une histoire que j'aime beaucoup. Et elle disait, écrire, c'est apprendre à faire attention à tout. Et donc l'histoire que j'aime beaucoup, elle dit, il y a son neveu Julian qui arrive au petit déjeuner, elle lui dit, alors Julian, Mhm. qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es levé? Il dit, bon, enfin, écoute, Virginia, j'ai rien fait puisque je me lève. Elle dit, mais non, mais tu es idiot. Enfin, pas tu es idiot, mais bien sûr qu'il t'est arrivé des milliers de choses. Il y avait, enfin, l'exemple qu'elle donne que j'aime beaucoup, elle dit, il y avait un ray de lumière qui passait par le volet et tu t'es demandé qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dans ces milliers de particules de poussière dans la lumière du jour. Et puis, il y a eu un bruit, peut-être des chants d'oiseaux. Tu t'es interrogé sur ce que tu allais faire de ta journée. Tu as pensé que j'étais là et que peut-être on allait discuter de telle ou telle chose, puisque Julian se demandait s'il allait partir en Espagne pour soutenir les brigades, Mhm. ce qu'il a fait d'ailleurs. Euh, et donc, elle lui montre à quel point il lui est arrivé, à quel point le temps, puisqu'on en a beaucoup parlé, est aussi extensible. Euh, Mhm. une minute peut durer un siècle et un siècle dure une minute. Absolument. Merci beaucoup Geneviève. Et dites-moi, elle nous parle aussi elle a une typologie de classification des écrivains qui est assez frappante. Elle se dit que les écrivains peuvent être soit ce qu'elle appelle des cailloux, soit des éponges. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sujet? Dans quelle catégorie se classait-elle, Virginia? Alors, elle disait donc qu'il y avait deux sortes d'écrivains, exactement comme vous l'avez dit. Alors, les écrivains éponges, c'était elle, des écrivains qui aspirent ce qui se passe, qui ont besoin de relations. Elle disait, mes amis, si on me prive de mes amis, je Mhm. suis comme une algue desséchée. Donc, c'est une image aussi très forte. Donc, elle accordait une importance extrême aux relations, à l'amitié, à la fraternité, à la solidarité aussi. Et puis, ces écrivains-là sont aussi parfois un peu dispersés, puisqu'ils s'intéressent tellement à tout. Et puis, il y a une autre sorte d'écrivains qu'elle appelle les cailloux, qui, eux, sont beaucoup, comme on l'entend, plus ramassés, plus denses, plus fermés aussi. Et elle mettait dans ces catégories les sœurs Brontë, enfin en Mhm. particulier les sœurs Brontë, et aussi sa camarade et rivale Catherine Mansfield, dont elle disait Catherine est ma challenger, c'est la plus forte, puisqu'elle vivait exactement à la même époque, mais Catherine ne s'intéressait pas du tout aux autres, elle s'intéressait à ses sensations à elle, qu'elle allait chercher très profondément, mais elle était hermétique au monde extérieur. Merci Geneviève pour cette analyse. J'invite celles et ceux qui nous regardent à ne surtout pas hésiter à poser vos questions, à commenter cette discussion le fil de ce live. Euh, je le suis attentivement et je ne manquerai pas de relayer les questions à Geneviève Brisac. Peut-être Geneviève, une dernière question de mon côté. Virginia Woolf, c'est aussi une écrivaine emblématique qu'on perçoit comme quelqu'un qui associe l'écriture à la liberté, notamment à la liberté de pensée et de parole. Est-ce que vous pensez que la culture peut favoriser l'émancipation? On dit souvent que la culture ne sert pas à grand-chose. Moi, je pense le contraire. Je pense que oui, la culture sert à l'émancipation, dans la mesure où chaque individu éduqué, cultivé, donc, et d'abord a plus confiance en lui, tout simplement. Ça, c'est une Mhm. chose certaine. A les moyens de mieux comprendre le monde, donc de moins se faire arnaquer, par exemple. Mhm. Or, c'est une chose très importante. Dans le monde dans lequel on vit, plus que n'importe quelle époque auparavant, est celui des escroqueries, des arnaques,
de, vraiment à une très très grande échelle, évidemment, à cause de l'électronique, d'Internet, mais pas seulement. Et l'ignorance est la meilleure façon de se faire dominer, de se faire, oui, dominer et tromper. C'est vrai aussi, on le voit avec les fake news. Ouais, pour lutter contre les fake news, évidemment, il faut être éduqué, informé, avoir les moyens de travailler sa rationalité, de pouvoir résister à de l'intox, tout simplement. Et donc, être éduqué, être informé, être politisé aussi, savoir lire le journal, comprendre ce qui se passe, lire des livres, lire de l'histoire, connaître l'histoire du monde, c'est la possibilité de résister aux dictatures aussi et au pouvoir absolu divers et variés et au système totalitaire. Et d'ailleurs, on le sait bien, la plupart des dictateurs, enfin, pas la plupart, les dictateurs ont toujours détesté les livres, l'éducation et la culture parce que il y a une autre raison, une dernière raison qui pour moi est très importante et qui concerne d'ailleurs énormément les femmes, c'est qu'à travers la culture et les livres, ce qui se transmet, c'est aussi une morale. À travers la figure Mhm. des écrivains, des penseurs, des philosophes, des hommes politiques, des femmes politiques qui nous ont précédés, on voit comment bien se comporter et mal se comporter sont des choix qu'on fait à chaque instant et tous les jours. Dans un livre que j'ai lu quand j'étais petite, que j'aimais énormément, il y avait une femme qui expliquait à ses deux filles, elle était dans un camp de transit avant d'être envoyée dans une sorte de camp de travail, et elle disait, j'aimerais que la vie, ça soit comme au théâtre et qu'on répète. Parce qu'elle disait, quand il y a une répétition, on sait qu'on va être bon, puisqu'on a répété. Mais dans la vie, on ne répète jamais. Il faut y aller en direct. Et c'est beaucoup plus difficile. Les livres peuvent servir Mhm. de répétition. Absolument. Merci énormément, Geneviève, pour ces réflexions. Euh, merci vraiment à vous. Et vous savez, je pense que ce que vous dites me laisse songeuse parce que c'est vraiment une des raisons pour lesquelles la Bibliothèque sans frontières, on défend les bibliothèques. Bien sûr. Sont aujourd'hui un des rares espaces gratuits où on peut se construire individuellement, mais on peut aussi se construire en tant que société, construire sa capacité à raisonner, sa capacité à avoir un esprit critique. Et c'est pour ça que les bibliothèques nous intéressent autant. Alors, bien évidemment, on y trouve des livres, de l'information, mais on y trouve aussi cette communauté et ces mains, ces bibliothécaires qui peuvent guider vers un accès à la connaissance et vers ces qualités que vous décrivez. Je suis bien d'accord avec Dites-moi, Génia, je vous propose qu'on prenne peut-être quelques-unes des questions de nos auditeurs. Nous avons une question de Cathy qui vous demande, Geneviève, quel livre de Virginia Woolf est à conseiller pour une ado de 18 ans? Je pense que une chambre à soi, évidemment. Et puis, il y a un roman qui s'appelle La promenade au phare, qui est un roman absolument fascinant, très très beau. C'est l'histoire donc d'un petit garçon qui voudrait aller au phare en bateau. Et sa mère est d'accord, mais son père n'est pas d'accord. Et du coup, on va découvrir la vie de cette maison, les enjeux de cette promenade et la vie de cette famille aussi. Et c'est un livre que j'adore et que je conseille énormément. Il y a aussi, oui, je pense que c'est celui-là que je conseillerais. Merci beaucoup. C'est bien noté. Vous trouverez les références des ouvrages dont Geneviève nous parle dans les commentaires du live. Geneviève, peut-être justement une autre question. Pourquoi lire Virginia Woolf aujourd'hui? Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui nous parle tant? D'abord, ce qui nous parle, c'est cette façon tellement intelligente et en même temps poétique de décrire le monde. Et ça Mhm. donne l'air, ça donne comme je le disais, ça donne de l'oxygène, ça permet de mieux respirer, de mieux regarder, parce que ça fait appel à la fois à l'intelligence et aux sensations et aux sentiments. Donc c'est ce mélange des genres, ce mélange des deux et puis, il y a une dernière raison qui est très importante et dont on n'a presque pas parlé, c'est que Virginia Woolf, elle est très très drôle. Elle a une façon de décrire les ridicules, Mhm. d'ailleurs les ridicules des hommes, évidemment, mais aussi les ridicules des femmes.
et on éclate de rire tout le temps, et ça, c'est vraiment important. Et puis, c'est très beau, c'est une raison valable. Merci beaucoup Geneviève. Quand vous nous parliez tout à l'heure de ce souvenir qu'elle raconte dans son journal, de sa discussion avec son neveu, je trouve que c'est assez frappant sur aussi le style d'écriture de Virginia Woolf qui parfois nous embarque dans ses pensées, qui nous décrit finalement au fil de l'eau un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Est-ce que c'est quelque chose qui est caractéristique de cette écrivaine? Bah, c'est essentiel pour son style, c'est aussi essentiel pour la modernité. Mhm. La modernité, si on y réfléchit, énormément d'écrivaines et d'écrivains aujourd'hui procèdent de cette manière-là, c'est-à-dire le mélange des réflexions intérieures finalement et des Ouais. descriptions de ce qui se passe qu'on appelle sérieux, enfin, techniquement le flux de conscience, mais ça n'a absolument enfin, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que d'écrire ce qui se passe à l'intérieur de la tête de quelqu'un, ça, aucun art ne peut le faire. Enfin, peut-être la musique, mais oui, de certaine façon. Mais sinon, c'est la littérature. Ni la peinture, ni le cinéma, ni le théâtre ne peuvent décrire ce qui se passe à l'intérieur de la tête des êtres humains. C'est la littérature qui le fait. Et ça, c'est irremplaçable et c'est très important parce que penser à ce qu'il y a à l'intérieur de la tête de chacun, du bébé jusqu'à la très vieille personne, c'est se rappeler que chaque humain est essentiel. À Mhm. un âge, à une époque où on a tendance à parler de chiffres, à parler de masse, à parler en nombre, ce qui a évidemment pousse à oublier que chaque individu, chaque humain a exactement la même valeur, c'est-à-dire une valeur infinie. Merci Geneviève, c'est extrêmement vrai et c'est quelque chose qui, je pense, fait écho à beaucoup de gens qui nous regardent, qui soutiennent nos actions, cette volonté de défendre la dimension intellectuelle de l'être humain qui nous rend véritablement, qui traduit véritablement, qui reflète notre humanité. J'invite les internautes à ne surtout pas hésiter à poser leurs questions dans les commentaires. Nous avons la chance d'être avec Geneviève Brisac qui nous parle de Virginia Woolf. Peut-être une question à vous, Geneviève, qui connaissez bien Virginia Woolf. Qu'est-ce qui l'a poussée à devenir écrivaine? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a su très jeune? Oui, alors oui, elle l'a su très jeune. Les enfants, donc il y avait 4 enfants hein, à la maison, à Kensington, à Londres, et donc dès toute petite, sa sœur dessinait. Elle Mhm, dessinait pas mal, mais elle préférait écrire, donc elle écrivait. Et lorsqu'elle confectionnait, bon, je vous ai dit, elle faisait des descriptions, des exercices de description, mais aussi elle confectionnait des petits journaux. Ça, j'adore ça, je trouve ça très très drôle. Des petits journaux une espèce de petits journaux hebdomadaires de la maison qu'elle vendait après aux membres de la maisonnée, comme beaucoup d'entre nous ont fait. Et dans ces journaux, elle faisait un mélange donc elle faisait des mots croisés, des devinettes, et puis des petites histoires. Et c'est comme ça. Et puis elle décrivait aussi, elle tenait la gazette de la mhm, famille. Puis il y a la tante machin qui est venue, elle était vraiment horrible avec son chapeau comme ci et comme ça. Elle nous a obligés à l'embrasser, c'est épouvantable tellement son parfum nous a donné envie de vomir. Et c'est exactement là le lieu de l'écriture libre et réjouissante, puisqu'on peut, une petite fille, un petit garçon, peuvent écrire la tante machin est venue avec son gros nez, ses grandes oreilles, et elle a toujours ce parfum abominable. Mais évidemment, on ne peut pas le dire, mais on peut l'écrire. mhm. Enfin, voilà, c'est quand on est petit, c'est ça qui vous amuse. Absolument. Merci Geneviève. Et peut-être une question donc un peu plus personnelle. Vous, Geneviève, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir écrivaine? Je crois que c'est quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire le fait que j'avais pas le droit à la parole. Je pense que ce qui pousse énormément de gens sur la Terre à Mhm, l'écriture, c'est de se sentir porteur de quelque chose, d'une envie d'écrire, de raconter, et de ne pas avoir le droit de ne pas être entendu, de ne pas être écouté. Euh, on écoute et on n'entend pas beaucoup les autres, ça c'est une vraie motivation. L'autre chose, c'est que c'est la question
du don. Chacun est doué pour quelque chose et Mhm. faire rien d'autre, c'est ça que j'aime faire. Merci beaucoup pour cette très belle réponse. Merci surtout, Geneviève, de nous avoir partagé vos connaissances, de nous avoir partagé votre passion et vos convictions. Merci beaucoup de votre soutien à la Bibliothèque sans frontières également. C'était passionnant pour moi. À très bientôt alors.